Mesdames et messieurs, bienvenue à l'école des parents, votre émission dédiée aux questions d'éducation et de parentalité. Au sommaire de ce deuxième numéro, nous abordons la question de la réouverture des écoles pour les classes d'examen. Une reprise qui d'ailleurs a été programmée pour le 2 juin passé, mais qui n'a pas finalement abouti pour les raisons que nous savons. Alors, quelle incidence a eu ce report ? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de nombreux parents face à l'éventualité d'une réouverture des écoles et comment, malgré tout, accompagner efficacement nos enfants s'ils venaient à reprendre effectivement les chemins des écoles? D'ailleurs, nous allons écouter notre parent du jour qui nous fait part de ses inquiétudes et angoisses quant à une éventuelle réouverture des écoles pour les classes d'examen. Merci beaucoup au groupe pour les jeunes productions, pour cette belle opportunité que vous offrez à tous les parents. Mon problème, c'est que je suis maman d'une fille et d'un garçon qui font la classe de terminale et la classe de 3e. Mais cette reprise scolaire avortée m'a fait perdre le peu de confiance qui me restait. J'ai peur pour mes enfants et mes vieux parents qui vivent à la maison et je me demande s'il faut les envoyer à l'école si une nouvelle date est retenue. Je sollicite vraiment votre aide. Alors, vous l'avez entendu et vous êtes sûrement nombreux à avoir les mêmes inquiétudes et angoisses que ce parent. Nous allons à ce sujet écouter l'avis ou ce qu'en pensent d'autres parents. Bon, dire qu'ils sont prêts pour aller à l'école, je ne peux pas répondre par l'affirmatif. Mais ce qui est sûr, c'est le souhait de tous les parents d'élèves. Puisqu'en fait, il faut tout faire pour nous éviter une année blanche ou une année invalide. Dans ce cas, nous, parents d'élèves, nous souhaitons que les élèves acceptent d'aller à l'école, mais il faudrait également que les parents d'élèves jouent le jeu. C'est-à-dire, il faudrait que chaque parent ait ses responsabilités pour faire de telle sorte que son fils, qui doit faire l'examen, aille à l'école, suivre les cours comme il se doit pour terminer une année en beauté. Faire une année blanche ou une année invalide, c'est difficile, surtout pour l'enseignement privé catholique ou pour l'enseignement privé laïque en général. Pour les parents d'élèves également qui ont mis la main à la poche, pendant toute une année, devoir recommencer après à zéro, c'est également difficile. C'est pourquoi je pense que tout le monde doit s'y mettre pour que chacun de nous puisse faire ce qu'il faut pour que ces élèves-là acceptent d'aller à l'école, de suivre les cours. Il faudrait également que les enseignants dans ce sens-là nous aident en acceptant aussi la situation pour faire de telle sorte que tout se passe normalement et que les enseignants puissent terminer l'année comme il se doit. Nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse à travers les propos de ces parents. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces émotions, mais surtout, comment y faire face et comment mieux les gérer? Pour répondre à cette question, nous avons bravé les frontières pour vous, chers téléspectateurs, et nous sommes allés jusqu'au Canada retrouver un psychothérapeute du nom de Papa Ladjike Diouf. Alors, ce qu'on peut dire à cette dame-là, c'est que son inquiétude est normale. Okay? Et son inquiétude aussi est légitime. Okay? Pourquoi son inquiétude est normale? Dans le sens qu'elle est parent, de s'inquiéter du bien-être de son enfant et du bien-être aussi en amont de la famille, parce que l'enfant va à l'école, il revient dans la famille. Donc, c'est tout à fait normal dans ce contexte-ci, qui est un contexte qui est assez particulier, de s'inquiéter. L'autre raison pour laquelle elle a droit de s'inquiéter, et puis c'est normal qu'elle s'inquiète, c'est que on se rend compte que le dispositif de santé et sécurité qui doit être mis en place pour un retour dans les classes n'est pas véritablement encore effectif. Ce dispositif-là n'est pas vraiment effectif et c'est pas encore très convaincant. Maintenant, ce que je pourrais comme lui dire à cette dame-là, c'est de dépasser la question des émotions et de décider à partir des faits, de décider à partir de ce qu'elle a comme fait. Le premier fait, c'est que si l'enfant est en classe d'examen, là, c'est important et c'est urgent. D'accord? Et à partir de l'importance et de l'urgence de cette situation-là, il faudra qu'elle s'assoive avec les professionnels, pour pouvoir décider. Okay? Qu'elle écoute les voix autorisées.
Parce que également, tout ce qu'il y a comme information donnée à travers la radio, la télé, les journaux ou les réseaux sociaux, ça peut nourrir simplement son anxiété, ça peut continuer à nourrir sa peur qui est normale, mais qui va devenir une panique. Et là, quand ça devient une panique, c'est encore pire. Ce qu'elle peut faire, c'est de se rapprocher des personnes qui ont une voix autorisée au niveau de l'éducation et au niveau de la santé pour pouvoir prendre une décision définitive, une décision basée sur des faits et que ça soit pas une décision juste basée sur, disons, son instabilité au niveau émotionnel. Ouais. Alors, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas d'outil magique. C'est dépendamment de quelles sont les sources d'énergie positive, parce que chacun de nous a des sources d'énergie positive. Pour certains, c'est la prière, pour d'autres, c'est la marche, le sport, pour d'autres, c'est la lecture, pour d'autres, c'est, disons, de discuter avec des personnes sensibilisées ou des personnes qui ont une voix autorisée, soit des médecins ou des professionnels, etc. Donc, chacun de nous a une source ou des sources d'énergie positive. Donc, il faut que la personne puisse être dans la posture d'aller chercher ces énergies positives-là et également d'utiliser des outils décisionnels. Okay? C'est important à ce niveau-ci d'utiliser des outils décisionnels. Et l'outil que moi, je trouve qui est la plus adaptée à tout le monde, c'est l'outil que les anglophones appellent l'outil de cost and benefit, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Okay? Toujours faire le bilan des avantages et des inconvénients à court, moyen et long terme. Ok? Ça va être quoi les avantages et les inconvénients de prendre telle décision à court, moyen et long terme. Et ça, basé simplement sur des faits. Voilà, basé sur des faits. Donc ça, tout le monde peut le faire et c'est quelque chose qui peut aider si on se retrouve dans des situations où il faut prendre une décision qui est une décision importante dans sa vie. Merci beaucoup à M. Diouf pour ces précieux conseils qui, je l'espère, ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. C'est important, nous en avons besoin pour nous rassurer et à notre tour pouvoir rassurer nos enfants. À présent, allons recueillir les avis de l'administration, en l'occurrence l'IF de Thiès-Ville et le proviseur du lycée de Mbao. Les parents, ils sont dans leur rôle. Ils sont en train de bien jouer leur rôle. Mais il faut dire que autant les parents jouent leur rôle, autant l'État est en train de jouer son rôle, le sien. L'État est en train de jouer sa partition. Et pour cela, je voudrais convoquer les articles 21, 22 et 23 de la Constitution, dans lesquels on parle de la garantie de l'État pour l'éducation des enfants, mais également des charges et des devoirs de l'État pour l'éducation et la formation des enfants. Depuis mars, nous sommes en train de vivre une situation inédite. Mais cette situation, elle n'existe pas simplement qu'au Sénégal. C'est à l'échelle planétaire. Si nous convoquons les statistiques de l'UNESCO en termes d'évolution à la date du 15 juin, la pandémie a affecté 1,186 milliard apprenants qui ont quitté les écoles momentanément à l'échelle planétaire. Au niveau du Sénégal, les statistiques sont de l'ordre de 3 660 000 apprenants. Maintenant, nous restons à l'écoute ensemble. Et en ce moment, des réflexions sont menées au niveau supra pour déterminer dans une approche inclusive et une approche participative et pour déterminer, bien entendu, une date de reprise. Et donc, à cette date-là, nous allons nous y atteler pour retourner dans les salles de classe avec les élèves. C'est-à-dire qu'une préparation matérielle, une préparation psychosociale, mais également une préparation pédagogique est faite. Et donc, moi, je voudrais demander aux parents de rester à l'écoute, de se préparer, mais de préparer également les enfants. Et donc, avant de quitter donc les écoles, les enfants avaient déjà l'information. Donc, au retour, on va continuer le travail de sensibilisation sur les gestes barrières
Et donc tout ça, ça a été bien préparé dans les emplois du temps. Il y a des moments de partage et de rappel sur comment se comporter pour éviter cette maladie. Et voilà, continuer les enseignements apprentissages. D'abord, je tiens à rassurer les parents d'élèves par rapport à la reprise qui certes a avorté, mais il est bon de dire que nous avions au préalable pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette rentrée puisse se faire dans de meilleures conditions. L'autorité, en l'occurrence, l'autorité académique, en l'occurrence l'inspecteur d'académie, nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires par rapport à l'interdiction de la vente d'aliments à l'intérieur de l'école et aux alentours de l'école. Nous avons eu à contacter notre restauratrice pour lui faire part de ces dispositions et également par le canal de l'intendant. Les vendeurs qui sont aux alentours de l'école ont été informés des mesures qui ont été prises par l'autorité. Maintenant, ce que nous pouvons demander aux parents d'élèves, comme les élèves, les enfants seront là pratiquement de 8 h, éventuellement jusqu'à 16 h, nous leur demandons peut-être d'accompagner les enfants du point de vue nourriture pour au moins que ces élèves, à l'heure de la récréation, puissent grignoter quelque chose. Étant donné que la vente d'aliments est interdite à l'école et aux alentours de l'école, nous demandons particulièrement aux parents d'élèves de préparer quelque chose pour leurs enfants, des sandwichs qu'ils pourront grignoter à la récréation et surtout continuer également la sensibilisation. En tout cas, pour tout ce qui est des barrières, des mesures barrières à l'intérieur de l'école, l'établissement, l'administration a pris toutes les dispositions nécessaires. Reste maintenant aux parents d'élèves qui doivent jouer leur partition, c'est-à-dire sensibiliser leurs enfants par rapport à la conduite à tenir depuis la maison jusqu'à l'école et peut-être à la sortie de l'école jusqu'à la maison. Chers parents, vos enfants seront aussi confiés au personnel enseignant, donc leur avis nous semble important sur la question. C'est pourquoi nous sommes allés retrouver un de leurs représentants en la personne du secrétaire général du CUSEMS. Le CUSEMS avait dit que toute reprise doit tenir compte de l'avis du Comité national de gestion des épidémies. Et nous avions dit que si le comité donne son avis, si l'avis est favorable, il faudra maintenant que le gouvernement assure la sécurité de tous les personnels de l'éducation. Comme vous avez dit, en respectant le protocole sanitaire. Parce que dans le protocole sanitaire, on a dit masques, des masques pour chaque élève, on a dit des gants, du gel, kit de lavage des mains et des thermoflash. La reprise doit être conditionnée parce qu'on ne peut pas reprendre pour reprendre. Et nous avons dit, pourquoi je dis, on peut reprendre si le comité, parce que ce n'est pas à nous de décider. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais là, pourquoi il y a exceptionnel? Parce que nous sommes, c'est aujourd'hui la maîtrise de l'évolution de la pandémie qui va déterminer l'année scolaire. Chers téléspectateurs, il s'agit tout de même d'une maladie et nous ne pouvons donc pas ne pas nous intéresser aux avis du personnel soignant. C'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à Mbacké recueillir les propos de médecins grâce à la complicité de El Hadj Modou Gueye. La reprise, je pense qu'au niveau de la maison, il doit y avoir des mesures d'hygiène. Donc le lavage des mains, le respect de port de masque, la distanciation physique. Et en dehors de cela, je pense que ça, c'est les mesures prises au niveau de la maison. À domicile. À domicile. Donc, et ce sont les mesures valables pour tout le monde. Après cela, donc, il y a des élèves qui doivent marcher pour aller à l'école parce que la distance entre l'école et la maison n'est pas très importante. Donc, pour ces élèves, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais pour les élèves qui sont un peu éloignés, ça nécessite la prise d'un transport. Donc, soit les parents ont les moyens d'avoir un véhicule qui les transporte, ou bien les transports organisés au niveau des écoles,
ou bien peut-être le transport en commun. Je pense qu'au niveau aussi du transport en commun, l'idéal c'est qu'on respecte la distanciation physique, le nombre de places doivent être respectées. Et après cela, les mesures, je pense qu'aujourd'hui, tous les directeurs d'école, les responsables, les enseignants sont assez préparés quand même pour l'accompagnement. Donc, notamment le dispositif de lavage des mains, les solutions hydroalcoolisées et le port de masque. Et même le nombre de places au niveau de la classe est déjà fixé. Je pense que si tout ça est respecté, je pense que les élèves peuvent être en sécurité. Chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette émission. Nous disons un grand merci à notre adorable équipe de moniteurs ainsi qu'à tous les spécialistes qui nous ont apporté leur expertise. À vous, chers parents, cette tribune est la vôtre. N'hésitez donc pas à nous envoyer vos préoccupations, vos inquiétudes, vos interrogations et nous nous ferons comme d'habitude le plaisir d'aller chercher les réponses pour vous. Mama tingama,